par principe, l'existence de l'État d'Israël est coupable et donc redevable d'encore plus vis-à-vis de ses ennemis. Et c'est là justement où intervient cette ambition de judiciariser cette conception qui tout simplement sort Israël du lot commun, du genre humain commun, comme dans tous les beaux jours de l'antisémitisme. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème aujourd'hui un retour sur ce qu'on pourrait appeler l'inquiétant symptôme de la haie, la récente mise en accusation d'Israël sur une plainte de l'Afrique du Sud au prétexte d'un génocide que commettrait l'État hébreu et son armée contre les Palestiniens de Gaza. Pour en parler, en ligne avec nous depuis Kfar Saba, le professeur Shmuel Trigano. Shmuel, vous êtes philosophe, sociologue et auteur de plus d'une trentaine de livres publiés ces 4 dernières décennies sur l'identité, l'histoire, la sociologie et la philosophie juive, ainsi que sur le destin d'Israël, dont je cite l'un des livres en rapport entre autres avec notre sujet, Les frontières d'Auschwitz, la guerre d'Oslo et le nouvel État juif. Vous êtes aussi le fondateur de l'association Dialogia, qui organise régulièrement des rencontres en français et en hébreu sur différents thèmes et qui, ces 5 dernières années, a tenu plusieurs sessions du colloque des intellectuels juifs de langue francophone, en fait, de langue française. Alors, en quoi, première question pour entrer dans le vif de notre sujet, en quoi ces dernières sessions qui ont été tenues les 25 et 26 janvier dernier à La Haye par la Cour internationale de justice, suite donc, je le disais, à une plainte contre Israël pour génocide déposée par l'Afrique du Sud, prétendu génocide à l'encontre du peuple palestinien de Gaza, constitue non seulement une farce juridique tragique, on pourrait dire, mais bien plus l'un des moments les plus paroxystiques de la délégalisation systématique de l'État juif sur la scène internationale, qui d'ailleurs avait commencé depuis de longues années et qui risque de se poursuivre notamment devant cette Cour. Oui, il faut être conscient du fait que la source essentielle de cette accusation, c'est l'autorité palestinienne. À 15 kilomètres de Ramallah, il y a un pouvoir qui agit sous le prétexte de sa reconnaissance par les nations sur la scène internationale pour accuser et poursuivre Israël. Cela doit être dit parce que c'est souvent négligé. Et en fait, nous avons avec cette accusation qui est bizarre d'ailleurs. Pourquoi accuser sur un plan juridique là où on ne peut plus triompher sur un plan concret et militaire? C'est une question qu'il faut se poser. Mais nous avons là un syndrome qui définit parfaitement ce que j'ai défini moi-même comme l'antisémitisme global. Par global, j'entends la globalisation. Et là, c'est une nouvelle situation qui est, à mon sens, très inquiétante. Parce qu'en fait, il n'y a pas de recoin de la planète où Israël ne soit accusé. Et donc, il y a là quelque chose de tout à fait nouveau auquel il faut faire face et qui est paradoxal. Je prends par exemple pour comparer cette démarche auprès de la Cour de La Haye, la démarche qui a été faite 2 fois, si je me souviens bien, par le parti des LFI, qui est, entre guillemets, à gauche du Parlement français. Le premier acte de ces députés a été de déposer un projet de loi statuant, un projet de loi français du Parlement français, statuant sur justement le caractère le caractère extrêmement particulier de la démarche qui est mise en œuvre à ce niveau-là, à savoir que il y a une volonté
déstatuer, on pourrait dire, Israël de sa condition juridique et légitime. Mais à travers Israël, c'est le peuple juif lui-même qu'on définit aujourd'hui sous le terme de sioniste. Donc, en fait, ce projet de loi a été rejeté, mais il est quand même très significatif. On n'en comprend pas la nécessité en France, à la rigueur au tribunal de La Haye, mais il est inquiétant justement parce que par ricochet, il délégitime sur tous les plans la condition d'Israël, la condition juive en fait. Alors, comment se fait-il qu'on n'ait pas assisté à un tollé d'au moins une partie des juristes et des leaders politiques occidentaux contre les attendus et les conclusions de l'ordonnance de cette cour, publiée donc le 26 janvier dernier, alors que ce texte inique d'ordonnance témoigne d'une partialité et d'une manipulation manifeste des mots et des concepts juridiques en faveur du Hamas, et aussi d'une indifférence criminel à l'égard du massacre du 7 octobre et des otages israéliens retenus à Gaza. Pourquoi ce silence? Je crois qu'il y a une opinion qui court dans l'opinion internationale, selon laquelle les Juifs, finalement, ont reçu, entre guillemets, cet État en compensation de leur culpabilité dans la Shoah. Et donc, c'est toujours accompagné d'une dimension sacrificielle, d'une dimension morale, qui manifeste le sentiment de culpabilité que l'Occident peut avoir quand il pense à l'État d'Israël, qui se serait créé aux dépens d'un peuple innocent qui aurait été chassé de ces lieux, etc. Ce qui implique que les Juifs aient toujours la posture sacrificielle. Et vous êtes au courant d'un principe qui s'est forgé au Conseil de sécurité, la proportionnalité. C'est-à-dire qu'Israël ne peut exercer son droit de légitime défense que par proportion avec l'acte qu'il a visé. Ça n'existe que pour les Juifs, ça n'existe pour aucun autre État, et d'abord pas les États-Unis. On nous parle des populations qui ne sont pas responsables à Gaza, mais est-ce que la question s'est posée pour le bombardement de Mossoul par les États-Unis? Non, ça ne se pose que pour Israël. Et donc, c'est toujours l'existence d'Israël la conscience collective est toujours assortie d'une limite de cet exercice qui se définit comme soi-disant moral, mais ça n'a rien à voir avec ce que le comportement des autres pays dans des situations semblables. Donc il y a toujours un reste d'illégitimité, on peut dire, dans l'existence d'un État d'Israël, une illégitimité qui rejaillit sur l'Occident qui se sent coupable, responsable, et qui aurait en quelque sorte une dette envers les Palestiniens car les Juifs auraient pris leur place. Et là, j'attire l'attention sur une idée très importante à ce niveau-là. C'est qu'en fait, l'identité palestinienne s'est totalement arc-boutée sur l'identité d'Israël. Pour plusieurs raisons qu'on peut analyser, que j'ai analysées par ailleurs. C'est-à-dire que, par principe, l'existence de l'État d'Israël est coupable et donc redevable d'encore plus vis-à-vis de ses ennemis. Et c'est là justement où intervient cette ambition de judiciariser cette conception qui tout simplement sort Israël du lot commun, du genre humain commun, comme dans tous les beaux jours de l'antisémitisme. Alors même si l'on comprend que le véritable procès qui a commencé à La Haye, c'est en fait la faute qu'on reproche à Israël
c'est ce que vous venez de démontrer, c'est le fait d'exister tout simplement. Comment l'Afrique du Sud, qui est devenue le porte-parole politique du Hamas, a pu ainsi réussir cette manipulation juridique de grande envergure qui s'est transformée en procès de l'État d'Israël, à qui que l'on suspecte de mener un génocide, et ce 80 ans après la Shoah. Comment cette manipulation juridique a pu marcher? Bien, je pense qu'il y a des convictions à la base qui ne sont pas questionnées par les acteurs eux-mêmes. N'oublions pas que dans l'Afrique du Sud, à Durban, a commencé justement cette traque de la légitimité d'Israël qui s'est étendue aujourd'hui dans tout le système mondial. Avec C'est les un deux pays conférences de Durban, l'une après l'autre, enfin, à quelques années d'écart. là où des manifestations violentes d'antisémitisme ont été menées au nom de l'antiracisme. Parce que là, on a une dimension encore plus complexe avec les nouvelles idéologies dominantes comme le woke, par exemple, qui fait que tout ce qui est blanc, les juifs sont les blancs par excellence, est raciste dans un discours qui est un discours de racialisation des rapports humains et des rapports internationaux. Donc en fait, l'Afrique du Sud est le siège par excellence de cette manipulation de racialisation qui estime que son passé, le passé de la ségrégation en Afrique du Sud, l'autorise aujourd'hui à toutes sortes de postures supposées morales. Donc il y a ici une histoire qui commence à Durban, justement, avec ces commissions où l'antisémitisme a éclaté au plus fort de, des, du- comme on pourrait dire, d'une manifestation antiraciste. C'est ça. Et c'est là Comment on devient que antisémite en se voulant antiraciste? il Alors, y a un paradoxe là, oui, absolument, qui fait que en Europe, en Occident, aux États-Unis notamment, c'est l'idéologie woke qui prédomine, qui est une idéologie racialiste, qui accuse l'Occident pour privilégier l'univers non occidental et au départ africain. Euh, et donc, face aux yeux de cette idéologie, le juif est un blanc, le blanc par excellence, coupable par excellence, et c'est lui qui véhicule toute la condamnation morale du racisme. Alors pourquoi cette connivence et cette complicité, on pourrait dire, entre l'Occident et une bonne partie du monde arabo-musulman pour prétendre que les Juifs devraient renoncer à une partie importante de leur patrie historique, voire à toute cette patrie, puisque le slogan woke par excellence est de la mer jusqu'au fleuve, sans que les gens sachent très bien de quel fleuve il s'agit et même de quelle mer il s'agit. Mais en tout cas, pourquoi cette connivence, cette complicité en faveur d'un deuxième, voire d'un troisième État palestinien, n'est-ce pas la preuve que cette connivence est une forme dépassée d'humanisme ou dépravé, plutôt d'humanisme occidental avec le totalitarisme islamique? Oui, avec aussi l'héritage du communisme stalinien, qui le premier a fait des Palestiniens une nation entièrement calquée sur la réalité d'Israël. Il y a ces origines-là. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que, il y a une collusion de mythes différents, l'anticolonialisme, la haine du juif, etc. La haine du juif à travers l'histoire ne se justifiait pas. On a tenté de l'expliquer en fonction de l'environnement, mais ici, si vous voulez, il y a une sorte de bouc émissarisation d'Israël comme État. Ce n'est plus les Juifs comme individus, comme peuple, etc., comme religion, mais comme État, qui d'ailleurs emploie également toutes les thématiques de l'antijudaïsme coranique, qui est une réalité tout à fait concrète. Et c'est de ne pas avoir pris en considération cette dimension qu'Israël a connue
ces événements terribles du 7 octobre. Et donc, il y a un ensemble de phénomènes qui expliquent cette conjonction irréelle, et qui ne correspond pas à la réalité, mais je crois que nous devrions tirer la conclusion qu'il ne sert à rien de contester la véracité de ces postures. C'est une donnée violente de la réalité à laquelle on ne peut opposer qu'une autre violence, ce à quoi Israël est réduit justement dans sa condition au Moyen-Orient. Et là, il y a l'appel au monde occidental, et les dés sont pipés, si l'on peut dire, parce qu'il y a un héritage qui s'impose sans que les consciences soient au clair avec cela. C'est-à-dire qu'au plan juridique, puisque c'était notre point de départ, et notamment devant cette cour, et puis il y a aussi une autre cour qui va peut-être prendre le relais, c'est la Cour criminelle internationale, qui pourrait s'en prendre non pas aux États, à des États, mais à des individus ayant mené des actions prétendument illégales. Alors, est-ce que face à, cette levée de bouclier juridique, qui en fait s'effectue dans le contexte que vous rappeliez, de mise au banc de la légalité d'Israël, est-ce que il n'y aurait pas pour Israël et ses amis, au plan juridique, le moyen, par exemple, de rappeler que la charte du Hamas préconise explicitement l'éradication d'Israël, sans jamais reconnaître le droit à l'existence de l'État juif, même ramené à ses frontières d'Auschwitz, comme vous l'aviez publié d'avant juin 67. Est-ce que on ne peut, il n'y a strictement rien à faire, notamment une autre partie de ma question, c'est que par exemple, puisque évidemment devant la cour de La Haye, celle qui a demandé déjà des comptes à Israël sur son attitude prétendument génocidaire à la fin janvier, est-ce que Israël ne pourrait pas, et ses juristes, ne pourraient pas contre-attaquer en déposant d'urgence devant cette même cour une plainte totalement fondée, elle, contre les positionnements et les intentions explicitement génocidaires à son égard contre l'État hébreu de la part de l'État et des mollahs iraniens qui, eux, depuis des années, disent et se préparent à vouloir éradiquer l'État d'Israël. Est-ce on doit renoncer, on ne peut rien faire face à ce front juridique unanime? Il faut le faire, mais uniquement pour paralyser les systèmes juridiques, justement, sans y prêter absolument aucune foi. Parce qu'en fait, seule la puissance d'Israël peut s'opposer à cette mauvaise foi, justement. Et donc, je sais que les Juifs sont toujours réglo envers les lois, peut-être excessivement parfois dans certaines situations, comme nous le rappelle la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, par contre, il faut paralyser le système par une multitude de plaintes, d'actions, etc., sans y prêter attention ni foi, parce qu'il n'y a rien à attendre de cette mauvaise foi instituée. C'est une farce. Ce tribunal est une farce. Il faut bien s'en rendre compte. Et donc, il faut jouer la farce à ce niveau-là, mais sans en tenir compte. Seule la puissance d'Israël peut résister à cette vague-là. Et il faudrait justement, à ce propos, retrouver pour le peuple israélien le sentiment de sa souveraineté, parce que c'est ce sentiment de souveraineté qui fonde son existence concrète, et non pas nécessairement et uniquement la reconnaissance des autres. Parce qu'en fait, on respecte la souveraineté qui se respecte. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit en Israël est assez décevant parce qu'il y a une sorte de décomposition du front intérieur. Il faut que les Israéliens ou les Juifs se rendent compte que leur existence, c'est eux-mêmes qui l'ont conquise avec leurs bras et non pas les autres qui leur ont concédé sous condition. Je crois que là, il y a un changement d'esprit qu'il faut avoir, mais on peut jouer la comédie du droit international qui montre lui-même
son caractère scandaleux. Alors, ultime question, dans le contexte que vous décrivez de farce juridique et de dés complètement pipés, est-ce que ce n'était pas une erreur de la part d'Israël d'avoir accepté de comparaître, y compris en voulant se disculper de cette accusation inique, mais de comparaître à La Haye? Est-ce que c'était une bonne démarche, ça, ou une démarche impossible à éviter? Alors, c'est une bonne démarche si on est conscient justement de la farce. C'est-à-dire on joue le jeu des menteurs, du mensonge. Mais en fait, ça ne sert à rien, absolument à rien. Et par ailleurs, Israël n'a pas à justifier son existence, qu'on définit comme une existence raciste et apartheid. Il n'y a rien à répondre à une telle accusation finale, finalement. Il n'y a rien à répondre. On va justifier quoi? Alors qu'en fait, Le fait que nous existons. n'oublions pas non plus que 1 million de juifs du monde arabe ont été expulsés et chassés, dépouillés de leurs biens entre 1940 et 1970. Qui les a représentés devant le tribunal international? Où était le tribunal international à ce moment-là? Mais je n'irai pas juste plus loin. Il y a quelques mois, en Azerbaïdjan, les Arméniens ont été chassés, 120 000 personnes chassées de leur territoire. Qui a accusé devant le tribunal international? Personne. Donc en fait, c'est bon pour Israël, mais pas bon pour les autres, tout simplement. Eh bien, merci Shmuel de ces éclaircissements. Merci aussi de nous avoir consacré du temps. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochain magazine dans 2 semaines. Shalom.